J'avais prévu de vous faire tenter de vous faire fermer les yeux pour une expérience, pas une danse cette fois-ci, mais de ce que pourrait être l'introduction de l'intelligence artificielle dans une classe spacieuse, lumineuse, avec des murs blancs, avec des robots, etc., un humain, un robot, des étudiants qui travaillent de manière partiellement autonome ou pas. Alors, pour prendre le raccourci, alors vous avez écrit un petit texte là, mais je vous ai, grâce à l'intelligence artificielle, je me suis un petit peu amusé et j'ai tenté de vous recréer qu'est-ce que pourrait être l'apport de l'intelligence artificielle dans des milieux scolaires. Puis que là, ce qu'on constate, c'est que tous les rapports sont complètement modifiés en matière d'autonomie. Tout à l'heure, on a parlé d'autonomie d'enseignement. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Comment ça se passe, tous ces scénarios. On assiste à l'avènement aussi de la réalité virtuelle qui constitue potentiellement un outil et évidemment ce fameux robot virtuel qui pourrait permettre de supplanter le rôle. Puis on a un dédoublement de la main-d'œuvre très clairement qui est en train de se produire dans ce scénario relativement futuriste, je vous l'accorderai bien. Et voilà, juste pour vous mettre l'idée en tête pour réfléchir sur en dehors de la boîte, de la box, excusez-moi. C'est une crise de l'éducation. Le système éducatif et l'éducation comme telle a toujours fait l'objet de crises. Alors, je vais pas, j'avais pris des ancrages philosophiques pour évoquer cette notion de crise, mais simplement dire que, par exemple, philosophe qui réfléchit sur la crise et l'expérience des temps modernes, Myriam Revaud-Dallon va dire que aujourd'hui, contrairement à nos sociétés antérieures, notre crise, elle dure constamment. Il n'y a jamais de cessation de crise. Fait que nous sommes toujours perpétuellement des sociétés de crise. Hannah Arendt a réfléchi sur cette question de la crise de la culture de laquelle découle la crise de l'éducation. Elle remet en question le rapport de l'autorité. Évidemment, avec les photos que je vous ai montrées, les simulations, vous vous rendez compte que le rapport de l'autorité à l'éducation par rapport à l'acte d'enseignement, il est quelque part modifié. On va s'affranchir, il y a une tentative avec la robotisation, l'IA, de s'affranchir pour l'enseignant de la maîtrise de certains contenus, parce que c'est quand même assez puissant comme, euh, comme algorithme parfois. Alors, pensons l'évolution algorithmique, évidemment. Et toute la question d'apprendre en faisant, eh bien, comme un enseignant le fait, comme un professeur le fait parce qu'il l'a lu, parce qu'il l'a appris par lui-même, par ses expériences. Eh bien, c'est quelque chose qui semble être menacé et en crise. Un autre auteur très intéressant, Jean-François Lyotard, qui va parler d'une étude qui a été faite sur le rapport du savoir commandé par le gouvernement du Québec en 1979. Et de manière intéressante, la crise, elle porte sur le statut du savoir avec l'apport de l'intelligence artificielle. Et on se rend compte, alors je résume ma diapo, hein, j'avais prévu d'en dire plus, mais on se rend compte que la condition du savoir, elle est de plus en plus tournée vers une efficacité opérationnelle de ce savoir et la capacité à produire des résultats et résoudre des problèmes dans les systèmes que nous avons. Et ça remet en question le statut et le rapport finalement de contenu que l'enseignant génère. La relation pédagogique, elle est perturbée. Alors là, j'ai tenté de vous... Alors, remise en question de la condition du savoir, parce que supplanté potentiellement par des algorithmes extrêmement puissants. La relation pédagogique, elle change, hein. Alors, on fait rentrer un autre intermédiaire, l'IA, au milieu entre le savoir, normalement elle est trine, là elle devient comme un quatuor ici. Remise en question de la mission de l'école, socialiser, instruire et qualifier. C'est un effondrement de nos valeurs classiques. La question fondamentale, qui est la question éthique, en fait, c'est la machine apprenante. Prendra-t-elle la place des travailleurs, des travailleuses de l'enseignement? Qui enseigne? Comment? Et qu'est-ce qui est enseigné? Toute la question du savoir, du contenu est remise en question. On sait que dans plusieurs rapports, notamment l'année dernière, 2023, World Economic Forum, qui va dire que les compétences des enseignants vont probablement être, puis il n'y a pas que ce rapport qui dit ça, sont vraiment mises au défi. Parler de compétences, ça suggère quoi?
Mais là, bon, les auteurs, ils se chicanent pour définir la notion de compétence qui est assez complexe. Alors, je vous ai fait une espèce de synthèse de revue de la littérature. Euh, on a toujours ces trois blocs de compétences, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. Mais la question qui va se poser pour l'enseignant, c'est comment lui il va développer ses nouveaux savoirs avec l'intelligence artificielle dans l'acte d'enseignement, mais comment l'élève va également penser le rapport à la machine. Vous avez récemment l'UNESCO en 2024, hein, donc c'est cette année, qui a sorti des aspects des compétences fondamentales. Alors, c'est intéressant parce que dans ce rapport, il parle des compétences fondamentales des enseignants, mais en même temps, il glisse les compétences fondamentales que les étudiants devraient développer. Alors, bon, je vais résumer ces éléments qui sont importants. Euh, on s'entend sur l'idée d'avoir que l'humain est au cœur et la priorité, évidemment, par rapport à l'IA. Alors, c'est une question d'autonomie, de responsabilisation, de dépassement, puis de maîtrise. Ça induit la maîtrise du contenu et du savoir. Une éthique, qu'est-ce que c'est un usage responsable du point de vue d'un apprenant, d'un étudiant, et l'usage responsable, pareil, du côté de l'enseignant. Les techniques, les applications, la connaissance des compétences fondamentales des algorithmes et de la manipulation de ces algorithmes. Qu'est-ce que ça implique ici? Une pédagogie avec l'IA, comment les enseignants vont s'adapter. Les enseignants, généralement, quand on a vu la dernière réforme, ça prend du temps pour appliquer les nouvelles réformes. Est-ce qu'on va y être? Comment ça va se passer cette histoire-là? Donc, vous voyez, on a quand même des réflexions qui commencent à baliser ces compétences qui sont là. Il faut les pousser. Et dans mon cadre d'analyse, évidemment, je reviens toujours moi, j'aime bien Crozier, Freiberg, etc. Il y a cette tension entre les zones d'incertitude, ça rejoint un petit peu les présentations qui ont été présentées, et finalement, le système d'action concret, mécanisme de régulation ou pas, règles formelles, règles informelles, groupe d'acteurs. Donc, on pourrait ajouter dialogue social. Comment les jeux de pouvoir entre les zones d'incertitude et les zones d'action concrète vont se mettre en œuvre? Ce qu'on constate aujourd'hui, alors moi, je suis super content de passer en dernier parce que je vous ai entendu avec beaucoup d'attention. Ça a infirmé, confirmé certaines intuitions que j'avais, que j'ai aussi vérifiées dans certains documents. On a une déséquilibre, une insuffisance de l'encadrement des conditions de travail à cet endroit particulièrement, du point de vue du syndicat, des travailleurs et des employeurs. Euh, Ce que j'ai essayé de faire ici je vais développer surtout ces trois axes, là, ces trois acteurs principaux, pour situer l'insuffisance de cette déséquilibre. Par rapport aux syndicats, l'enjeu est celui de la capacité syndicale en matière de représentation. Avec aussi, on peut rajouter l'idée que des enseignants pourraient devenir des enseignants atypiques, précaires, etc. Donc, une individualisation de la main-d'œuvre, comment ça va se mettre en place, comment les syndicats vont arriver à développer des ressources matérielles de gestion qui sont perturbées par cette évolution. C'est un enjeu de gestion parce que l'employeur, généralement, il les développe. Alors, un peu moins rapidement que les syndicats, souvent le pouvoir de négociation, où c'est qu'il se situe en matière de fragmentation du travail, précarisation de ces travailleurs et les protections sociales quand ces travailleurs n'arrivent potentiellement pas à rentrer dans, parce qu'il va y avoir évidemment une diversification, hein, si une démocratisation de l'enseignement plus large, peut-être en dehors des systèmes éducatifs traditionnels, c'est la porte ouverte également. Là, je vous ai fait comme une synthèse finalement de... Alors moi, je suis content qu'il y ait des personnes qui ont parlé de là où ils sont, mais j'ai essayé de regarder où c'est que les syndicats, ils en sont à cet endroit-là. D'une manière générale, puis je vais vous avouer que je ne suis pas passé par toutes les conventions collectives de toutes ces grandes centrales syndicales et confédérations. Euh, dans les dernières négociations, la question de l'intelligence artificielle, c'est pas une question qui était une priorité. Et souvent, on se rend compte que bon, ce qui permet de réguler, ce sont les clauses sur les technologies, hein, et qui restent insuffisantes, justement parce qu'on n'a pas de mécanisme encore, on ne connaît pas c'est quoi. On est devant un inconnu. Par contre, les syndicats se mettent au travail, il y a des initiatives, il y a des rapports, il y a de la publication qui sort. Souvent, c'est des mises en garde. On met le frein, puis on a peur d'avancer parce qu'il y a une peur de l'inconnu. Là, je vous déplie la tendance générale. Il y a des syndicats qui sont plus avancés dans la prise de conscience des centrales syndicales que d'autres.
Alors, on a des rapports inégaux ici en matière de réflexion qui sont là. Les travailleurs, les enjeux, alors, alors ça, avantage, inconvénient, hein, flexibilisation, individualisation, effritement du statut d'emploi, méconnaissance du marché qui se développe, insécurité, polarisation, qui peut amener aussi, à cause des écarts de développement de compétences d'un enseignant à un autre ou d'un quelqu'un qui va transmettre des connaissances, disparité économique potentiellement, parce qu'il faut la maîtriser, cette fameuse IA. Au niveau de la réorganisation du travail, eh bien, il y a des déplacements de la tâche vers la machine, redistribution par l'automatisation, quels sont les effets de productivité, quel est l'effacement. Il y a un effacement également entre l'espace personnel, délocalisation, omniprésence du travail, et aussi, le grand enjeu, c'est l'obsolescence des compétences par la dématérialisation de certains enseignants qui est évidemment menacée, l'incompréhension de l'IA, de la manipulation, satisfaction mitigée au travail, conflit de rationalité entre l'humain et la machine. Une minute. Du côté employeur, alors, il y a, Alain, Alain, oui, j'ai une entendu, minute. oui, du côté employeur, on retrouve les mêmes problématiques, mais évidemment qui sont dépliées en matière d'exigence du marché de l'emploi et de la réorganisation et de structure du travail. La question, alors, dernière chose que j'ai regardée, alors, c'est dans mon cas d'analyse, bon, le dilemme éthique, la question que j'ai introduite tout à l'heure. Quelles sont les recommandations qui sont faites dans les grands rapports? Alors, l'UNESCO 2022-2024, Commission européenne, ça tourne toujours autour des mêmes types de recommandations. Aujourd'hui, on a entendu aussi les recommandations de notre organisation, conformité, objectif, intégrité, évaluation, conception centrée sur l'humain, robustesse, tous les risques qui sont analysés. Ces rapports ne donnent pas toujours la même orientation et de posture éthique. Je ne vais pas déplier cela ici et je termine vers cette diapositive. L'éthique comme un outil de réflexion et donc d'aide à la prise de décision. Et il faut avoir une éthique ancrée, théoriquement ancrée, je pense, sur qu'est-ce qu'on veut. Et ça, c'est alors bon, l'éthique du dialogue social, évidemment, mais il y a d'autres modèles éthiques aussi qu'il faut penser. Vous avez des rapports qui sont beaucoup plus dans le bien-être que d'autres, et d'autres sont beaucoup plus dans le contractuel, de type de finalité éthique. Vers où allons-nous avec l'IA en éducation? Question finale.